Aujourd'hui, on va revenir sur la création d'un ID en base de données. Alors, il y a plein de manières de faire, il y a plein de manières plus ou moins bonnes. En l'occurrence, celui, si vous n'avez vraiment aucune autre possibilité, le pire cas selon moi, même si c'est pas non plus dramatique, c'est l'ID auto-incrémental. C'est-à-dire qu'ici, on va partir de 0 et on va incrémenter en disant on va générer l'ID 1, l'ID 2, l'ID 3, l'ID 4, etc., etc. et ainsi de suite. Et voilà. Le problème, c'est que il y a plein de petits pièges. Déjà, premièrement, si j'ai cet ID-là à côté de l'application, des personnes comme moi, on est capable de facilement l'utiliser. On m'a donné une application à tester. En regardant les données que j'avais côté du navigateur, j'ai pu voir que dans un cookie, j'avais un ID, un numéro qui était tout seul. Je l'ai modifié parce que c'est facile à faire, et je me suis rendu compte que j'étais connecté en tant que quelqu'un d'autre. Et en testant toutes les valeurs, parce que j'étais dans les premiers, donc il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs, et j'ai pu récupérer tous les identifiants, tous les mots de passe, ce qui est encore plus critique, mais c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut être très très compliqué. Si je fais une requête API, si je sais que ces ID marchent, typiquement si je suis l'ID 8, je suis à peu près persuadé que l'ID 7 existe. Donc je peux envoyer une requête de la part d'un ID 7. Du moins je peux, je sais pas, créer un post et je vais dire ce n'est pas mon ID à moi qui va être utilisé, c'est un ID un peu inférieur. Et donc je peux me faire passer pour quelqu'un d'autre assez facilement. Les permissions ne devraient pas le permettre, mais c'est ce genre de choses qui est très facile à faire quand on connaît les identifiants des autres. Voilà, ça pose des problèmes. Donc l'ID, l'identifiant unique qu'on cherche à faire, ça reste intéressant si on n'a vraiment rien d'autre. Mais si vous n'avez vraiment rien, je vous conseille quand même d'utiliser ce qu'on appelle le UUID. Donc c'est celui-ci. Alors, ça se présente comment? Ça se présente comme une belle petite string, qui va générer des ID. Donc, ces ID, donc c'est toujours le même format, c'est-à-dire qu'on va avoir 8 caractères, je recompte 8 caractères, 4, 4, 4, puis 12. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez avoir une chance sur deux de trouver un ID qui est déjà existant, il faudrait générer 1 milliard de requêtes par seconde, et au bout de 85 ans, vous avez une chance de générer cet ID en double. Ça va, on a un peu de marge, mais en plus ça représente 45 hexaoctets, soit 45 milliards de gigaoctets. De gigaoctets, c'est bien ça. Ah ouais, on est dans les très grands chiffres. Donc autant dire que c'est une sécurité qui est très très large, on est plutôt tranquille, et c'est vraiment ce qui va être utilisé quasiment partout. Si vous avez besoin de générer un ID unique, utilisez le UUID. Très grande simplicité bien sûr, et surtout très facile et très rapide à créer. Alors, si vous avez par contre des données métiers, c'est-à-dire que vous avez des données intéressantes, vous pouvez utiliser un email. C'est utilisé par pas mal d'applications. L'email est l'ID principal. Alors, je ne vous conseillerais pas de l'utiliser directement tel quel, mais ça reste intéressant. Il vaut mieux éviter malgré tout tout ce qui est données personnelles et données sensibles. Pourquoi? Parce que on donne des informations sur l'utilisateur. Si on a besoin d'y référer dans des appels API, il vaut mieux pas avoir l'appel de ces données en brut. Par contre, on va voir ça. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des hashes. Alors, les hashes, c'est assez sympa. Je vous la fais en version très simple. On va même enlever ça. Hop. Voilà, alors, j'utilise CryptoJS qui est... Tiens, on va juste faire ça. Voilà. Hop. On va faire un toString quand même. Voilà. Donc ça c'est un hash. Donc la belle petite string à droite. Ça c'est mon petit message qui a été hashé. Alors un hash, on va venir chiffrer la donnée, mais quand on parle de chiffrer, on parle de déchiffrement. Là c'est pas le cas. On déconstruit
purement et simplement l'objet, mais toujours de la même manière. Ce qui fait que si j'utilise plusieurs fois la même string, on aura toujours le même résultat. Alors que quand on chiffre, on est capable normalement de le déchiffrer, soit via une clé symétrique, soit via une clé asymétrique, mais le problème n'est pas trop là. Donc le hash, c'est vraiment, on casse la donnée, on n'est plus capable, en théorie, de revenir au résultat initial. En réalité, on peut, le MD5 est le premier hash qui a été le plus utilisé, on a des dictionnaires inversés qui marchent super bien, sauf que quand on parle de dictionnaire inversé, typiquement si je vous dis test 1, 2, 3, ok, j'ai un dictionnaire inversé qui dit que pour telle clé qui a été hachée, on peut remonter avec 3, 4, 5. En fait, il y a plusieurs clés qui vont retomber au même résultat. Parce que le MD5 est très très court en termes de clés. C'est pour ça que ça a été très facile aussi à casser. Le SHA-256, on est plutôt large. On est sur du 256 octets. C'est assez un peu plus costaud que les anciennes générations. Donc, si vous avez un ID et que vous voulez donner du sens, c'est-à-dire typiquement, vous avez un utilisateur, vous voulez pouvoir le retrouver facilement, prenez son email, hachez-le, vous avez un ID, il est propre, il est unique, vous pouvez facilement le régénérer. Je vous conseille quand même de faire un petit to lowercase pour pas minifier, mais pour mettre en minuscule son email, pour toujours avoir la même chose. Et le hacher derrière, et ce qui fait que vous avez un email qui est tout propre, tout beau, et qui est facile à réutiliser. Vous pouvez encore après utiliser ce qu'on appelle du salage, qui permet encore de chiffrer encore un peu différemment. C'est-à-dire que si une personne est au courant de comment vous utilisez, si vous savez que c'est du SHA-256 qui utilise, ou n'importe quoi d'autre comme algorithme de hachage, le salage va modifier totalement l'élément. Si je vous montre rapidement un salage, ça donnerait un truc comme, je sais pas, 1, 2, 3, tac. Et on va avoir une valeur totalement différente du reste. Pour 3 fois rien qui a été modifié. Hein. Mais la valeur est totalement différente. Donc avec ça, déjà, vous êtes pas mal. Donc je rappelle, donner un sens métier. Alors par contre, utilisez une donnée qui ne change pas. Si vous prévoyez de permettre à l'utilisateur de changer son email, n'utilisez pas son email en tant que clé primaire. Parce que le jour où vous le changez, toutes les clés qui sont attachées sont perdues. Ça serait un peu dommage. Et donc c'est pour ça, là, il faut prévoir l'évolubilité, pas facile à prononcer celle-là, des identifiants. Et ce qui est aussi possible, dans le cas du hachage en l'occurrence, c'est des clés composites. Typiquement, donc, là j'ai un email par exemple qui est fixe, mais c'est un email, enfin c'est un ID qui va être spécifiquement pour tel utilisateur et pour un besoin donné. Je sais pas, je vais mettre data par exemple pour tel sous-élément. Je sais que c'est à lui sous tel élément. Si vous voulez, on peut même mettre une date. D'ailleurs, il me fait même le random string, c'est justement pour mettre un peu de salage. C'est mettre un string au pif derrière, quoi. Donc ça reste possible aussi. On peut très bien aussi, vu que la date n'a pas de données, alors, ça peut être un petit peu sensible selon l'action qui a été menée. Si c'est une action qui est sensible, le simple fait de savoir que c'était fait à telle date, ça peut être dangereux. Donc ça vaut mieux pour le coup le hacher. Mais en fait, avec ces éléments-là, alors c'est vrai que là pour le coup c'est un petit peu violent. Mais hop, si je vous le fais autrement, attendez, on va faire mieux. Hop. Voilà. Si je fais un truc comme ça, donc ici, là, donc c'est à droite, vous avez le data qui coupe un petit peu l'élément, qui va nous rajouter ici le timestamp, donc c'est le nombre de secondes depuis 1970, le 1er janvier. Ça peut être utilisé comme clé unique aussi, hein, mais pour le coup ça donne une bonne information sur quand c'était, donc comme je disais, ça peut être sensible potentiellement. Alors, dans beaucoup de cas, non, et c'est largement suffisant, mais si c'est pas sensible, vous pouvez l'utiliser tel quel, et donc vous savez que c'est tel utilisateur, qui a été anonymisé d'une certaine manière. On sait que c'est pour des données de données, et on sait que c'est une donnée qui est pour telle date. Et voilà, on a une ligne qui est claire, on sait de quoi on parle avant même de commencer à avoir les données. Et c'est pour ça que avoir une donnée métier, avoir une donnée qui a du sens, peut être très intéressant en termes d'ID. Et avec ça, normalement, vous pouvez au moins faire maintenant quasiment ce que vous voulez. Et je vous le répète, l'incrémental, ça a été utilisé pendant très longtemps et ça reste une mauvaise idée. En règle générale, c'est vraiment quand vous n'avez rien d'autre sous la main. Et dans ce cas, l'UUID est toujours mieux. À la prochaine.